Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette convention Unicancer, une convention qui se tient dans un format inédit du fait de la pandémie en cours, mais une convention qui, dans ces temps incertains, veut se recentrer sur vos missions quotidiennes et les défis majeurs des années à venir. Défis d'une prévention à construire sur une meilleure connaissance des facteurs de risque, une meilleure coordination des actions, défis du suivi de l'après-cancer et des séquelles à mieux prévenir, à mieux accompagner, défis d'une recherche sur les tumeurs rares et de mauvais pronostics encore souvent difficiles à mener et à financer. On va voir durant ces 2 jours ensemble comment vos centres se positionnent et peuvent monter en compétences autour de ces 3 grands défis qui sont les grands axes de la stratégie décennale annoncée. On va le voir avec 3 débats centrés sur chacun de ces défis. Il y aura des responsables de centre, il y aura des acteurs de centre, il y aura aussi des experts invités et on le verra bien évidemment avec vous qui nous suivez à distance. Vous avez dans votre accès à cette convention la possibilité de nous poser des questions. Il y a un onglet questions pour cela. Vous pouvez laisser des commentaires, poser des questions. Je les relayerai autant que possible. Vous avez aussi un onglet chat qui vous permet d'interagir pendant tout le temps des échanges et des débats avec l'ensemble des personnes connectées. N'oubliez pas aussi l'accès partenaire qui vous permet d'aller voir les partenaires de cet événement, de pouvoir prendre des rendez-vous en ligne avec eux, de pouvoir aussi organiser des visioconférences et échanges avec les différents partenaires présents. On va tout de suite commencer avec un premier temps d'introduction. Pour ce temps d'introduction, je vais accueillir le président d'Unicancer, Jean-Yves Blé, ainsi que les présidents de l'Institut Curie, Pierre Fumelot, et de l'Institut Gustave Roussy, Jean-Charles Soria. Bonjour à vous, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. En direct de Paris et de Lyon, on va introduire cette convention sur ce format, je l'ai dit, bien évidemment inédit. Je vais laisser d'abord la parole à vous, Jean-Yves Blé, pour quelques mots d'introduction, puis on aura un échange tous les 3 ensemble. Merci beaucoup. Alors, si je peux avoir la première diapositive. Merci Régis pour cette introduction et bienvenue à tous à cette convention avec un format un peu particulier qui nous a imposé, bien entendu, par les circonstances. Je voudrais remercier également les co-intervenants avec moi, nos hôtes virtuels sur les centres de lutte contre le cancer de Paris. Nous devions tenir la convention physiquement à Paris. Et nous allons le faire virtuellement à Paris. Donc, merci Jean-Charles et merci Pierre d'être présents. Si je peux avoir la première diapositive. Pour le coup, je ne l'ai pas. Alors, on peut avoir la diapositive suivante peut-être. En fait, je n'ai pas de diapositive à l'écran. Les diapositives n'apparaissent pas à l'écran. Mais je peux le faire sans diapositive. Est-ce qu'on peut, oui, peut-être enchaîner le temps que les diapositives arrivent. Voilà. Bien sûr, pas de problème. Je guette les diapositives. D'accord, très bien. Eh bien, la première diapositive, la diapositive titre était, et qui est le thème de notre convention, est Unicancer, un modèle innovant au service du patient. Unicancer, la force de notre réseau. Je crois qu'on vient de dire qu'on traversait des périodes complexes à bien des égards. Je crois qu'à l'occasion de cette période, c'est également une opportunité pour mesurer la qualité de notre réseau, la qualité des échanges au sein de notre réseau et la qualité du service que nous sommes en mesure de rendre à la population française dans un contexte où le système de santé et l'ensemble des patients, des soignants et des médecins de notre territoire sont bien évidemment chamboulés par cette situation avec des conséquences qui sont certes présentes dans notre pays, mais qui ont été également mesurées dans d'autres pays. Un réseau donc dont la mission reste bel et bien de continuer et de poursuivre la prise en charge des patients atteints de cancer à travers ces difficultés. Et d'ailleurs, c'est rien moins qu'une mission nationale qui nous a été communiquée et que l'on devait poursuivre dans cette deuxième période compliquée qui nous est confiée. Nous devons préserver notre mission de prise en charge des patients atteints de cancer. Diapositive suivante.
Des centres en évolution, et je crois que la thématique de cette convention autour des 3 thèmes qui viennent d'être rappelés par Régis nous interroge sur quels sont les axes que nous souhaitons donner à notre action sur les années à venir. Une stratégie décennale donc, qui est particulièrement bienvenue. Particulièrement bienvenue parce qu'elle s'ancre d'une part sur des plans cancer dans lesquels Unicancer a eu une action substantielle, et d'autre part qu'elle prolonge ces différents plans cancer dans une dimension qui s'étale dans le temps. On sait qu'on construit des choses importantes sur le long terme. Une stratégie décennale, ça signifie qu'à la sortie de cette décennie, nous aurons transformé les choses de manière substantielle. Les 3 thèmes qui viennent d'être rappelés ici, qui sont le thème de la prévention, qui sont les thèmes de la prise en charge des tumeurs encore compliqué à traiter, sens large, mais tout le monde voit bien de quoi il s'agit. Également de la prise en charge de l'après-cancer sont des thèmes saillants à un moment où la médecine de précision est en train de s'ancrer dans nos pratiques. Mais également, il ne faut pas oublier les recommandations de pratique et les stratégies de prise en charge d'excellence et d'expertise au départ, qui sont celles qui sont transformantes et sur lesquelles nous avons encore, à l'échelle de la population, beaucoup à gagner pour servir notre population selon les standards de prise en charge et s'assurer, dans un souci d'équité, que l'ensemble des patients sur le territoire national puissent avoir accès à cette excellence. Il nous faut donc poursuivre le PNMS que nous avions commencé à entreprendre ces dernières années, le construire et l'adapter. On sait bien, les projets médicaux et scientifiques sont des projets qui sont écrits à un temps T, et une de leurs caractéristiques, c'est d'être conduits avec des vitesses inattendues par rapport à ce que l'on comptait faire et probablement enrichi par d'autres apports. Et je pense que la stratégie décennale en fait partie. Enrichi par d'autres apports et également adapté aux circonstances actuelles. Nous l'avons dit, nous avons un système de santé qui est en pleine refondation, et ça donne à notre position toute particulière dans le paysage de santé une responsabilité saillante qui est comment, au fond, certains les objectifs et notre mission, nos valeurs de service public dans des structures SPIC, en permettant aux meilleurs d'être capable de procurer l'excellence pour tous, et puis surtout l'innovation, le développement de stratégies innovantes, qui est également notre cœur de mission depuis notre création il y a maintenant plusieurs décennies. Pour ce faire, et c'est des éléments du PMS, c'est un Unicancer plus efficace, plus mobile et adaptatif que nous devons mettre en place, et c'est bien ce que nous devons discuter autour de ces 2 jours, dans un contexte où nous sommes en train de faire évoluer les structures d'Unicancer qui ont particulièrement rayonné ces dernières années, Unicancer R&D, le faire évoluer autour d'un R&D encore plus réactif, encore plus capable de pousser les valeurs et une vision de la stratégie médicale et scientifique de nos établissements au service du territoire national. Un Unicancer R&D qui doit également intégrer davantage et peut-être de manière indépendante les données de santé en vraie vie, intégrer les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, en nous appuyant sur les bases solides que nous avons construites au cours de ces dernières années, telles que des outils comme Consort, et puis d'autres outils qui ont été largement développés à travers les différents centres et les partenariats qui ont été faits. Il convient pour nous de pouvoir les déployer, de les déployer pour tous. Dans un contexte, diapositive suivante, où indiscutablement, on a une période qui est très complexe. Et cette période complexe, loin de nous fragiliser, je pense qu'elle nous a renforcés. Elle nous a renforcés parce que les expériences que nous avons eues, qui ont été largement partagées avec un renforcement des interactions entre les centres, à travers le bureau, à travers des interactions personnalisées centre par centre, nous ont montré que nous étions capables de répondre à ces exigences avec un contexte d'ailleurs remarquablement différent selon les régions. Bon, on sait que l'épidémie n'était pas la même dans les différentes régions de France lors de la première vague, mais ce que cela nous a appris, c'est que nous pouvions compter sur les uns les autres, dans une approche très, très fraternelle, également que nous devions et pouvions être réunis pour assister collectivement des centres qui étaient plus en difficulté dans d'autres régions. Ça a montré, je crois, l'importance de ce à quoi nous croyons tous, médecins et administratifs, d'une direction commune, médicale et administrative à nos établissements. Et puis, c'est un point important aussi que je souhaite ici souligner. Dans cette période complexe, notre réactivité n'a pas été mise en défaut avec la production de soins innovants
adaptée et d'une production scientifique qui ne s'est pas démentie pendant cette période. Je crois que ça témoigne de notre capacité d'adaptabilité et ça témoigne également de ce vers quoi il va falloir probablement tendre dans les années à venir, une importante capacité de réactivité. Un avenir qui est, diapositive suivante, qui doit être rien moins qu'un avenir ambitieux. Il nous faut consolider nos structures, il nous faut mieux interagir, il nous faut réfléchir sur de nouveaux modèles de centres, de nouveaux modèles de centres plus consolidés, plus intégrés peut-être. Il faut en tout cas indiscutablement investir sur les ressources humaines. Nous n'avons une richesse qui est une recherche de ressources humaines. C'est vous, c'est nous tous qui sommes autour de cette convention dans tous nos centres. Et dans ce contexte compliqué d'un système de santé en refondation, il faut réfléchir à ça et capitaliser sur les ressources humaines. Capitaliser sur les ressources humaines qui signifie repenser, travailler sur notre convention collective. Et je voulais souligner toutes les équipes d'Unicancer ici à pied d'œuvre pour travailler sur des adaptations au contexte complexe auquel nous faisons face, tout en gardant nos valeurs d'excellence et d'innovation, tout en réfléchissant également sur notre position dans l'écosystème universitaire, bien sûr, mais nous avons également des chercheurs de centre, nous avons une valeur importante dans l'enseignement et nous ne demandons qu'à en faire participer tous les étudiants en médecine, des liens rapprochés avec les universités, mais également une mission interne à Unicancer pour promouvoir cet enseignement d'excellence et promouvoir ces programmes de recherche à l'intérieur et en interaction avec les structures telles que les EPST. C'est également notre mission. Enfin, Unicancer, c'est la France et Unicancer, c'est également de l'ancrage avec des réseaux internationaux et c'est une de nos forces d'être capable d'interagir avec ces réseaux internationaux, qu'ils soient nationaux individuels, réseau italien, Royaume-Uni, allemand, ou bien plus largement internationaux, tels que l'ERTC et les groupes coopératifs mondiaux auxquels nous contribuons plus qu'activement. Donc voilà, bienvenue à cette convention. Diapositive suivante. Et je voudrais, pour conclure, avant d'ouvrir ce dialogue avec Pierre et Jean-Charles, tout d'abord, après la bienvenue à tous les participants, remercier les sponsors qui ont, sur la dernière diapositive, si tout va bien, qui ont eu un rôle crucial et dont je vous laisse prendre connaissance ici, qui ont eu un rôle crucial et qui ne nous ont pas abandonnés dans cette période compliquée. Eux aussi ont été capables de faire preuve d'adaptabilité. Un très grand merci à eux. Voilà, je voudrais m'arrêter là et vous souhaiter encore une fois la bienvenue et ouvrir cette première séance de débat avec mes deux collègues et amis. Merci à vous et merci de poser ainsi les lignes de cet avenir pour les centres, pour la lutte contre le cancer, avec cet horizon lointain, celui de la stratégie décennale. Vous l'avez dit, il permet d'inscrire dans le temps, de mettre en place des modèles transformants dans la prise en charge et dans la recherche. On en reparlera bien évidemment. C'est aussi le temps de ce chantier pour Unicancer, le réseau plus agile, plus innovant, de nouveaux modèles de centres aussi à trouver et à inventer. Et vous l'avez dit, ça doit se faire aussi en surmontant l'épreuve du temps présent, celle évidemment de la crise sanitaire. Avant qu'on se projette un peu, peut-être d'un mot rapide avec Monsieur Fumolo et Monsieur Soria, un mot sur ce temps présent, sur celui de cette crise singulière qui agit aujourd'hui. Pierre Fumolo, aujourd'hui à Curie, quel est l'impact de la crise sur l'activité? Est-ce qu'il est différent entre la première et la deuxième vague? Et quelles leçons vous en tirez? Merci Régis de me donner la parole. Donc d'abord, bienvenue effectivement à cette convention Unicancer qui aurait dû se dérouler de façon présentielle à Paris. Et je crois que Jean-Charles et moi, on regrette effectivement de ne pas pouvoir vous accueillir. Quoi qu'il en soit, ça sera une réussite malgré tout. Donc si on prend effectivement Covid et Curie, je pense qu'il faut vraiment différencier la saison 1 de la saison 2. La saison 1, c'était essentiellement la première connaissance du Covid. Beaucoup de patients atteints de Covid, les réorganisations des services, protéger notre personnel et certainement moins qu'à Gustave Roussy, mais accueillir aussi des patients non atteints de cancer dans nos services de réanimation. Si on a fait une petite enquête au niveau, donc même une grosse enquête au niveau des patients, à partir de 6427 patients, et en fait, dans 26% des cas, il y a eu donc des soins qui n'ont pas été apportés à nos patients. Ils ont dû renoncer à ces soins.
Ensuite, savoir si c'était des soins importants. 35% de la population considérait que ces soins étaient indispensables. Donc, on a quand même eu une diminution d'activité au niveau de la première vague. La deuxième vague, donc, apparaît, elle est pour nous totalement différente, en ce sens que, globalement, on a moins de patients Covid positifs atteints de cancer que sur la vague 1, comme si les malades atteints de cancer se protégeaient davantage, allaient moins dans les transports en commun. Par contre, on a davantage de problèmes au niveau des ressources humaines, avec d'une part de l'absentéisme tout à fait compréhensible, et surtout du personnel qui est donc lui-même atteint de Covid. Par exemple, depuis le 1er octobre, on a sur Curie à peu près 80 salariés atteints de Covid. Donc des éléments totalement différents. Et la grande différence dont on a discuté tout à l'heure avec Jean-Charles, c'est que nous sommes au niveau de l'ARS Île-de-France, on nous a demandé, on nous a sanctuarisé pour la cancérologie en nous demandant de ne pas déprogrammer nos activités jusqu'au palier 4. Je vous rappelle qu'actuellement, sur l'ensemble de l'Île-de-France, nous sommes au palier 3 et j'espère que nous n'atteindrons pas le palier 4, mais ça c'est un autre problème. Donc voilà les différences, Régis, entre les deux vagues. Jean-Charles Le Soria, d'un mot en complément, avant qu'on regarde un peu les chantiers futurs. Gustave Roussy est en train de mettre en place, de mettre en œuvre son nouveau projet d'établissement. Est-ce que vous avez peur qu'il soit impacté, qu'il soit contraint par cette crise sanitaire en cours pour la mise en œuvre dans les mois, dans les années à venir ? Oui, merci de cette question. Merci à Jean-Yves et à tous les membres d'Unicancer de nous donner l'opportunité d'ouvrir cette convention. C'est évident que la crise Covid est venue percuter, impacter de façon très violente le calendrier du projet stratégique institutionnel que nous avons lancé en janvier de cette année. Du coup, on a pris quelques retards et du coup, on a changé la méthodologie avec en septembre une livraison des grandes ambitions que l'on espérait en fait clarifier initialement pour le mois de juin. Mais Gustave Roussy, lors de la première vague, a accueilli près de 260 malades atteints de Covid et nous avions au pic 60 lits d'hospitalisation conventionnelle et 28 malades en réanimation. Donc ça mobilise des ressources très très significatives. Cette deuxième vague pour l'instant n'est pas aussi importante. On a aujourd'hui 20 lits conventionnels dédiés au Covid et nous aurons quand même la nécessité de décaler probablement les briques opérationnelles du projet stratégique institutionnel que nous voulions finaliser pour début décembre. Je pense qu'il n'y aura que 60-70% des briques qui seront prêtes et les 30% restantes seront décalées en début d'année prochaine. La vraie question que vient poser la crise Covid, c'est celle du modèle économique des activités que vous voulez développer. Parce que là, nous sommes suspendus à un système qui reconduit en fait les dotations sur la base de 2019, mais toute nouvelle activité dont il y a un rationnel à la fois médical et scientifique, mais aussi un rationnel économique basé sur une activité T2A, devient beaucoup plus difficile aujourd'hui à modéliser si nous allons encore repartir sur une année 2021 qui ne fait que renouveler les budgets de 2019. Et c'est cela qui vient aussi rendre beaucoup plus complexe le déploiement d'un nouveau projet stratégique institutionnel. Alors, il y a la crise, l'épreuve en cours, et puis il y a ce qui s'ouvre pour demain, cette stratégie décennale, ces trois grands objectifs que l'on va détailler tout au long de cette convention: la prévention, la réduction des séquelles, la recherche sur les cancers de mauvais pronostic et les cancers rares. Vous êtes évidemment centré sur ces trois grandes orientations. Pierre Fumelot, il y a un aspect qui va être essentiel pour les années à venir, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision aujourd'hui. Elle vaut bien évidemment pour la recherche, elle vaut aussi pour les diagnostics, la prévention, elle vaut aussi pour la réduction des séquelles. En quoi est-ce que ce sera un driver clé pour les centres dans les années à venir et de quoi y a-t-il besoin, je dirais, pour la rendre encore plus efficiente, plus active? Merci Régis. Bon, en fait, la médecine de précision est basée sur, en grande partie, la génomique et l'approche moléculaire des cancers avec différentes classifications. Alors, sur les trois thèmes qui seront abordés aujourd'hui, d'une part, la prévention et le dépistage. On connaît déjà les formes
héréditaire, prédisposition héréditaire de cancer, mais ça ne se limite pas, je pense, qu'à un seul gène. Et on va travailler, développer cette médecine prédictive en cancérologie et aller au-delà du cancer du sein, de colorectal ou de l'ovaire. Ça, c'est le premier élément. Avoir aussi un rôle très important dans la prévention des cancers. Et là aussi, vraisemblablement que la génomique va intervenir. Premier point. Deuxième thème qu'on va aborder, c'est effectivement la diminution des séquelles thérapeutiques, qui est un problème important. Je vous rappelle que déjà, au niveau des enfants, la protonthérapie, par exemple, permet d'éviter certains cancers secondaires chez les enfants et il faut le développer. Il y a aussi, si vous voulez, au niveau de ce que j'appelle, moi, la désescalade thérapeutique, une approche moléculaire, génomique des différents cancers. Le meilleur exemple est le cancer du sein. Et la désescalade thérapeutique vous évite de faire de la chimiothérapie. Et on sait très bien que la chimiothérapie par anthracycline, par exemple, peut entraîner des accidents cardiaques à long terme. Et cette désescalade thérapeutique est très importante. Alors, on peut faire de la désescalade thérapeutique à partir du moment où on commence à guérir, mais effectivement, il faut l'envisager. Et là aussi, la médecine de précision a un rôle important. Quant au dernier thème qui sera envisagé, ce sont des cancers rares ou des cancers pour lesquels nous n'avons pas fait beaucoup de progrès. Et vraisemblablement que les progrès vont venir de la recherche et de l'approche de la médecine de précision. Et je parlerai par exemple des cancers des enfants que l'on guérit à 85%. Il reste ces 15%, par exemple des neuroblastomes ou des approches génomiques de biologie moléculaire vont certainement nous permettre dans l'avenir de pouvoir mieux les traiter et certainement de mieux les guérir. Monsieur Soria, un grand driver pour les années à venir, ça sera la médecine de précision, ça sera la génomique, ça sera aussi les technologies de digitalisation, technologies d'intelligence artificielle, bien évidemment. Alors, vous travaillez beaucoup sur la médecine de précision à Gustave Roussy, beaucoup aussi sur ces questions de technologie. En quoi elles seront un élément clé, un driver pour établir des modèles plus efficients et plus durables de prévention, de réduction des séquelles et de recherche sur ces cancers particulièrement résistants? Oui, merci Régis. Alors, il est clair que cette crise Covid a aussi est révélateur de besoins d'accélération dans la digitalisation. Les enseignements en sont un exemple concret. Classiquement, au mois de janvier, Gustave Roussy accueille les cours de chimiothérapie et traitement médical du cancer, qui est l'enseignement phare de la cancérologie française sur le traitement médical du cancer. Cette année, ça va être complètement digitalisé. Et en fait, nous sommes en train de réfléchir à digitaliser l'ensemble des enseignements. Et nous, membres d'Unicancer, nous avons une obligation de formation du personnel, mais aussi des gens qui font de la cancérologie en général. Et il va falloir qu'on s'engouffre pour être capable d'apporter une offre de ce type-là digitale. Quant à l'information du patient, avec beaucoup de téléconsultations qui deviennent obligatoires, on doit s'appuyer sur la possibilité de leur donner des sources qui sont fiables. Alors, il y a parfois les plateformes propres à chaque centre. Il y a parfois des structures indépendantes qui sont créées, comme NetCancer, qui apporte une information sur les différents traitements antitumoraux. Et puis, l'intelligence artificielle, que Jean-Yves Blais a déjà mis en exergue dans son introduction, qui, à mon sens, est un élément fondamental de la façon dont les nouvelles découvertes et l'efficience va se faire en cancérologie. Et il est très, très clair qu'à travers de l'intelligence artificielle, on l'a récemment publié dans l'exemple tout simple des pneumopathies liées au Covid, dans une collaboration entre Gustave Roussy et l'assistance publique avec Centrale Supélec et Paris-Saclay, et une boîte qui s'appelle Terra Panacea. On a développé des logiciels d'intelligence artificielle qui vous prédisent sur les premières images de scanner du malade Covid la probabilité qu'il fasse une forme de pneumopathie grave. On travaille également avec d'autres acteurs de l'écosystème de l'intelligence artificielle, Hawking et d'autres, où on a développé d'autres algorithmes par rapport au cancer du sein, par rapport à l'identification de certaines structures du système immunitaire présentes dans des lames très très simples, et aussi de coloration très simple. Donc l'intelligence artificielle va permettre à nos radiologues également d'utiliser des outils tout à fait novateurs dans l'avant-cancer, l'évaluation du risque, le suivi des nodules, la finesse de modification des nodules, la capacité également à prédire éventuellement des modifications de type génomique. Il y a aujourd'hui des logiciels d'intelligence artificielle qui, sur la base simple d'un scanner,
vous donne une probabilité qu'une image pulmonaire soit EGFR mutée contre ALK transloqué, contre BRAF muté. Tout ceci est en train de s'enrichir de façon extrêmement robuste et il y a un vrai foisonnement de ces différents outils. Demain, l'anatomopathologie va être profondément transformée par des outils qui vont la rendre plus efficiente grâce à des logiciels qui vont permettre de gagner du temps et qui permettront par exemple de détecter dans des polypes les lésions précancéreuses, le grade de ces lésions précancéreuses. Donc, ce sont des éléments très très forts de transformation de la réalité que vit Unicancer dans les années à venir. Alors, les centres de demain, ces nouveaux modèles de centres dont parlait Jean-Yves Biais, seront les lieux de l'expérimentation, seront les lieux de l'excellence et aussi de l'accès à toutes ces technologies, à toutes ces recherches scientifiques, bien évidemment. D'un mot à chacun, Monsieur Fumelot, Monsieur Soria, s'il y a, je dirais, une mesure que vous attendez des pouvoirs publics dans les années à venir pour vous aider à aller au-devant des objectifs de cette stratégie décennale, quelle serait la mesure que vous attendriez le plus l'un et l'autre? Question difficile parce que les services publics, ils changent souvent, avec souvent des politiques un peu contradictoires. Moi, je pense qu'effectivement, les services publics est là pour nous aider, mais il faut que nous-mêmes, nous soyons novateurs. Sur les thèmes qui ont été abordés, moi, je reviendrai par exemple sur la prise en charge holistique du patient et améliorer la qualité des patients. On a mis en place à Curie un projet patient partenaire. Et dans l'avenir, il faut absolument que le patient revienne ou vienne encore plus dans les centres à travers le soin, l'enseignement, la recherche et l'e-santé dont on a parlé par exemple. Deuxième Une chacun. Monsieur Soria, une mesure aussi, s'il vous plaît. Alors, je vais être très simple. Je pense que le sujet de la médecine de précision est un sujet où la France a été novatrice. Mais c'est un sujet où la France maintenant prend du retard parce que nous continuons à fonctionner sur un système dérogatoire où l'enveloppe qui permet de faire des portraits moléculaires, elle est complètement singulière, elle n'est pas planifiée, elle peut faire l'objet d'amendements en cours d'année. Donc il faudrait une fois pour toutes que cette enveloppe, ce socle qui permet de faire des portraits moléculaires en routine, soit consolidé, soit projeté avec une croissance prévue et que le plan génomique 2025 ne vienne pas cacher le fait qu'en routine, on a besoin d'une enveloppe claire. Jean-Yves Blais, d'un mot de conclusion, on voit les ambitions, on voit aussi les attentes. Et derrière ces trois grands objectifs, il y a aussi un aspect essentiel et qui revient dans les propositions que vous avez faites pour la stratégie décennale, c'est l'accès aux soins pour la prévention, l'accès aux soins pour la réduction des séquelles et pour la recherche. En quoi c'est un élément essentiel et comment les centres peuvent se différencier là-dessus? C'est une des missions historiques des centres que de procurer la prise en charge du patient du dépistage jusqu'à l'après-cancer. Ce que l'on observe dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est que au niveau du territoire national, il reste une disparité de couverture et d'accès à des soins d'excellence, tout simplement parce que la démographie médicale est ainsi. Alors, c'est un challenge. Je crois que ce challenge peut être bien entendu résolu. Mais pour ça, il faut travailler davantage en réseau et utiliser au mieux les outils qui sont à notre disposition, qui viennent d'être évoqués par Pierre Fumelot et Jean-Charles Soria, qui vont nous permettre d'accélérer notre capacité à servir. Il va bien nous falloir fonctionner en réseau, servir les territoires beaucoup plus, aller beaucoup plus au contact des territoires. Et si on ne sont pas capables d'y aller, de permettre aux gens d'y venir, tout ça nécessite une adaptation que les centres ont toujours été capables de faire et qu'ils sont capables encore plus de faire. Mais je dirais, pour revenir à ce qui vient d'être dit à l'instant, on a réellement besoin de cette exigence de fluidité et d'adaptabilité également dans toutes les structures de l'État. Et on est là pour ça, on est là pour aider. Nous sommes des experts dans ce domaine-là et parmi d'autres experts, mais nous pouvons procurer des informations un peu avant tout le monde, de telle manière que le système puisse s'adapter. Il faut donc nous écouter et qu'on puisse guider ce système, parce que très probablement, beaucoup de choses d'ailleurs qui sont du domaine de la médecine de précision, contrairement aux intuitions, ne sont pas chères, mais en fait sont économes par rapport à des traitements non précisés, non ciblés et qui coûtent cher parce en fait, ils ne marchent pas très très bien. Je pense qu'il faut mesurer également ça, de même qu'il faut utiliser les données procurées par, là encore, les systèmes de santé. Et il faut souligner l'apport extraordinaire de l'INCa dans tant de domaines autour de la médecine de précision qui nous permet de dire un certain nombre de choses
que l'on doit mettre en œuvre ici et maintenant, tout de suite dans notre système de santé, parce qu'on a pu le montrer que c'était utile. Je pense à l'accès au centre de référence, je pense à l'accès aux thérapeutiques ciblées, je pense à l'accès précoce aux thérapeutiques innovantes. Bon, je crois qu'on est tous d'accord sur ce sujet, en fait. Merci à vous sur ces directions que vous posez et sur aussi cette orientation vers une stratégie innovante et concertée. On va en rester là en vous remerciant très chaleureusement les uns et les autres d'avoir ainsi brillamment ouvert cette convention. Régis, et si je pouvais, parce qu'au départ, les slides, je ne les voyais pas complètement, remercier toutes les équipes d'Unicancer qui ont permis la réalisation de cette convention, tout particulièrement Sophie Beaupère et toutes ses équipes qui ont permis la réalisation de cette convention adaptable, encore une fois, et adaptable en un temps court. Merci également à vous. Merci à vous. On se retrouve dans 10 minutes pour la suite et le premier débat de cette convention. À tout de suite.